À Thanksgiving, ma famille a voté pour m'exclure. Ma mère m'a traité de fardeau et tous se sont ligués contre moi. Mais mon oncle est arrivé avec un dossier caché depuis 14 ans. Après ça, plus personne n'a osé regarder ma mère en face. 0 Je m'appelle Diane Henriet. J'ai 27 ans. Lors de notre grand repas de famille de novembre dernier, ma mère s'est tenue devant 25 de nos proches et leur a demandé de voter pour savoir si je méritais de rester dans notre famille. Absolument toutes les mains se sont levées contre moi. Elle m'a regardé à travers la pièce, cette femme qui m'a élevé, qui préparait mes goûters pour l'école, qui m'a appris à faire du vélo, et elle a dit, « Ça fait 27 ans qu'on te traîne comme un boulet, Diane. Maintenant, c'est terminé. » J'ai cru que c'était le pire moment de ma vie. J'avais tort, car 30 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et un homme que personne n'avait vu depuis 14 ans est entré en portant une mallette. Et ce qui se trouvait à l'intérieur de cette mallette a fait en sorte que plus personne dans cette pièce n'a jamais pu regarder ma mère dans les yeux. Maintenant, laissez-moi vous ramener en novembre dernier, le mercredi soir précédant ce fameux repas de famille, quand j'ai failli décider de ne pas y aller. Je suis assise dans ma voiture, garée dans l'allée de ma mère, le moteur tourne encore, mes mains sont crispées sur le volant à 10h10, comme si j'allais passer mon permis de conduire. La maison est illuminée à chaque fenêtre. Je vois des ombres bouger derrière les rideaux, et je sais déjà qui est où. Maman est dans la cuisine et dirige les opérations. Papa est quelque part au calme avec une bière. Ma sœur Margot met la table, parce qu'elle met toujours la table. Je devrais entrer. Je sais que je devrais entrer. Mais l'année dernière me pèse sur la poitrine comme une pierre. L'an dernier, en plein milieu du repas, juste entre le rôti et la tarte aux pommes, ma mère a annoncé à toute la table, le salaire de Diane ne couvre probablement même pas ses propres courses, sans parler de ce qu'elle nous doit. Personne n'a dit un mot. Ni mon père, ni ma sœur, ni un seul oncle, tante ou cousin. Ils ont juste continué à mâcher. Voici ce qui me tue. Je suis conseillère d'orientation psychologue. Je suis financièrement indépendante depuis mes 18 ans. J'ai contracté mes propres prêts étudiants. Je paie mon propre loyer, ma propre assurance auto, tout par moi-même. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé d'argent à ma famille. Mais ma mère dit aux gens que je l'ai fait, et ils la croient à chaque fois. Mon téléphone vibre. Un texto de Margot, maman cuisine depuis 5h du matin. Ne sois pas en retard. Tu sais comment elle est. Je sais comment elle est. C'est exactement le problème. Je coupe le moteur, j'ouvre la porte. L'air de novembre me mord le visage. Je me répète ce que je me dis toujours, survis juste au repas. Souris. Ne réagis pas. 4 heures, et ensuite tu es libre. Je suis à mi-chemin des marches du porche quand j'entends sa voix venant de la cuisine. Oh, elle a daigné venir cette année. Gérard, mets une assiette de plus. Les bons marchés. Je ne sais pas pourquoi cette année semble différente, mais debout sur ce porche, la main sur la poignée de porte, quelque chose dans mes tripes me murmure, ce soir, ça ne va pas se passer comme tu le penses. La salle à manger est bondée. 25 membres de la famille entassés autour d'une table prévue pour 16. Des chaises pliantes supplémentaires ont été ramenées du garage. Ma mère est assise en bout de table. Elle s'assoit toujours en bout de table, avec mon père Gérard à sa droite et ma sœur Margot à sa gauche. La reine et sa cour. J'hérite de la place à l'autre bout, près de la porte de la cuisine, à côté de mes petits cousins qui se disputent pour un crayon. Maman se lève pour le bénédicité. Elle joint les mains, baisse la tête et dit, « Seigneur, nous te remercions pour cette famille. Pour ceux qui portent le fardeau, et pour ceux que elle fait une pause juste assez longue pour me jeter un regard, point que nous portons. Amen. » Quelques personnes bougent sur leur chaise. Personne ne la corrige. Je prends ma fourchette et me concentre sur mon assiette, mais je le sens. Quelque chose cloche ce soir. Tante Martine refuse de croiser mon regard. Mon cousin Clément me regarde, puis détourne les yeux rapidement, comme s'il avait été pris en faute. Oncle Thierry et tante Renée chuchotent à l'autre bout de la table, et quand je lève les yeux, ils s'arrêtent. Ça me frappe. Ils savent quelque chose que j'ignore. Quoi que ce soit, ça a été discuté avant mon arrivée. J'essaie de passer outre. Je me tourne vers ma cousine Jeanne, la fille de l'oncle Robert, l'une des rares personnes lors de ces réunions qui me parle comme à un être humain.
Elle a 25 ans, elle est gentille, et elle a l'air nerveuse ce soir. Elle n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers la porte d'entrée. Ça va, je chuchote. Jeanne se penche vers moi, j'ai failli ne pas venir non plus. Mon père. Il a dit qu'il se passerait peut-être quelque chose ce soir. Puis elle s'arrête au milieu de sa phrase. Parce que ma mère nous fixe depuis l'autre bout de la table. Jeanne prend son verre d'eau et ne dit plus un mot. Oncle Robert. Il n'est pas venu à un repas de famille depuis 14 ans. Pourquoi Jeanne parlerait-elle de lui maintenant? Ma mère sourit à l'assemblée, j'espère que tout le monde a gardé une petite place. Nous avons une affaire de famille à discuter après le dessert. À la moitié du repas, ma mère pose sa fourchette, s'essuie les lèvres avec une serviette et se tourne vers moi avec ce sourire, celui qu'elle utilise quand elle s'apprête à faire couler le sang en public tout en ayant l'air de parler de la pluie et du beau temps. Alors, Diane, comment va ton appartement? Tu t'en sors toujours avec ton petit salaire? Une vague de rire discret parcourt la table. Pas des rires méchants, des rires polis, le genre de rire qu'on lâche quand on suit le chef. Je m'en sors très bien, maman. Merci. Elle ne s'arrête pas. Elle se tourne vers tante Renée, tu sais, j'ai tenu le compte exact de tout ce que nous avons dépensé pour elle au fil des années. Elle secoue la tête, lentement, de façon théâtrale. C'est une sacrée somme. Le compte exact. Les mots me frappent comme un seau d'eau froide. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas de compte. Il n'y a jamais eu de compte. Je regarde Margot. Elle fixe son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je regarde mon père. Il scie un morceau de viande, la mâchoire serrée, les yeux baissés. Ils savent. Ils savent déjà ce qui se prépare. Et là, je comprends. Maman n'a pas fait que cuisiner aujourd'hui. Elle a passé des coups de fil. Elle a eu des conversations. Elle a pris des cafés avec des gens. Elle a chuchoté au téléphone. Elle leur a probablement montré ce qu'elle s'apprête à montrer à toute la pièce. Cette table n'est pas un repas de fête, c'est un tribunal. Et j'y suis entré sans avocat. Maman glisse la main dans la poche de son gilet et en sort un papier plié. Elle le lève juste une seconde, ne l'ouvre pas, ne le lit pas, puis le range. J'ai les chiffres juste ici, mais nous y reviendrons plus tard. Elle reprend sa fourchette et prend une bouchée de gratin dauphinois comme si elle ne venait pas de dégoupiller une grenade sous ma chaise. Mes mains se mettent à trembler sous la table. Je les plaque contre mes cuisses et je respire. Ce bout de papier. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus, mais je sais une chose. Ma mère ne bluffe jamais sans un public. Il y a un fauteuil vide dans le coin du salon. Un fauteuil inclinable en cuir marron, craquelé sur les accoudoirs. Personne ne s'y assoit. Il appartenait à mon grand-père. Papy et mamie Chabot sont morts quand j'avais 13 ans. Un accident de voiture sur la Nationale 9. Ils rentraient de l'église un dimanche matin. Un coup de téléphone, et ils étaient partis. Tous les deux, comme ça. Ils étaient les seules personnes de cette famille qui me donnaient l'impression d'être assez bien. Mamie m'appelait notre petite psy parce que, même enfant, je m'asseyais sur le porche avec elle et je l'écoutais parler de sa journée. Je ne réparais rien, j'écoutais juste. Elle me tapotait la main et disait, ne laisse jamais personne te rabaisser, Diane. Promets-le-moi. J'ai promis. Après l'enterrement, ma mère a tout pris en main. Elle était l'exécutrice testamentaire de leur succession, la maison, les économies, tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. J'avais 13 ans. Je ne comprenais rien au testament, au notaire ou au compte bancaire. Je savais juste qu'un jour, oncle Robert, le frère aîné de ma mère, l'homme qui m'emmenait à la pêche chaque été, s'est disputé avec ma mère à la table de la cuisine. Des voix basses mais tranchantes. 2 semaines plus tard, il n'était plus là. Fini les grands repas. Fini les parties de pêche. Fini les cartes d'anniversaire. Maman a dit à tout le monde que Robert était jaloux. Il voulait plus que sa part, a-elle dit. Il a toujours été comme ça, et tout le monde a hoché la tête. Je regarde de l'autre côté de la table Jeanne aujourd'hui, la fille de Robert, et je vois les yeux de son père, calme, un peu triste. Mais elle tape quelque chose sur son téléphone sous la table, cachant l'écran avec sa main. Je me souviens d'autre chose, un détail auquel je n'ai pas pensé depuis des années.
Mamie avait un jour mentionné un compte d'épargne. Mis de côté pour les études des petits-enfants, avait-elle dit. Après leur mort, maman m'a dit qu'il n'y avait rien, à peine de quoi couvrir les frais de l'enterrement. J'avais 13 ans. Je l'ai cru. Le repas se termine, les assiettes sont empilées, les enfants filent dans la salle de jeu, et là, au lieu du café et du dessert, ma mère tape 2 fois dans ses mains comme pour ouvrir une réunion officielle et dit, « Tout le monde, s'il vous plaît, passez au salon. Il y a quelque chose dont nous devons discuter en famille. » Je fais un pas dans le salon et je me fige. Les meubles ont été réarrangés. Les chaises sont disposées en un large cercle. La table basse est poussée sur le côté. Ce n'est pas spontané. Elle a préparé ça avant que quiconque n'arrive. Je pense à partir tout de suite. Prendre mon manteau, sortir par la porte d'entrée, rentrer chez moi. Mais je sais ce qui se passera si je le fais. Maman secouera la tête, poussera un long soupir, se tournera vers la pièce et dira, « Vous voyez, elle fuit toujours. Elle ne peut jamais faire face à ses responsabilités. » Et d'ici le matin, chaque membre de la famille dans ce cercle croira cette version. Ma version n'existera pas car je ne serai pas là pour la raconter. Mais si je reste, j'assiste à un procès auquel je n'ai pas consenti. Je pense à Beaumont. 8000 habitants. Je travaille à l'école primaire. Les parents me connaissent. Si ma famille me tourne le dos publiquement, les rumeurs me suivront au travail, au supermarché, sur chaque trottoir de cette ville. C'est comme ça que fonctionnent les petites villes. L'opinion de votre famille devient l'opinion de tout le monde. Je cherche mon père. Gérard est assis dans la 2e rangée de chaises. Ni devant, ni derrière, tenant sa canette de Kronenbourg comme si c'était une bouée de sauvetage. Il ne me regarde pas. Il ne m'a pas regardé depuis le dîner. Ma mère se tient au centre du cercle, lissant le devant de son chemisier. Elle met ses lunettes de lecture. Elle sort ce morceau de papier plié. Sa voix tremble très légèrement, juste ce qu'il faut. Je sais que c'est difficile, mais j'ai porté ce fardeau seul pendant trop longtemps. Ce soir, j'ai besoin de l'aide de la famille pour prendre une décision. Le tremblement est parfait, répétez. Je l'ai vu faire ça une centaine de fois, lors des collectes de fonds à l'église, aux réunions parents-professeurs, à la banque quand elle voulait faire annuler des frais. Ce tremblement est un outil, mais personne d'autre ne le voit. Il ne voit qu'une mère fatiguée qui demande de l'aide. Ma mère déplie lentement le papier, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. J'ai repoussé cela pendant des années, dit-elle. Mais Diane a besoin d'entendre ça. Vous avez tous besoin d'entendre ça. Elle commence à lire. Sa voix est calme, claire. Une femme qui énonce des faits, pas des accusations. C'est ça, son truc. Elle a toujours l'air raisonnable. Point 1. Le coût de l'éducation de Diane, de la naissance à ses 18 ans. Logement, nourriture, vêtements, frais médicaux. Total ajusté, 112 000 €. Elle lève les yeux pour s'assurer que la pièce écoute. C'est le cas. Point 2. L'aide financière pour ses études universitaires que Diane n'a jamais remboursée. Supplément pour les frais de scolarité, livres, fonds d'urgence. Total, 23 000 €. Ma gorge se serre. Je n'ai pas reçu un centime pour la fac. J'ai pris des prêts. J'ai cumulé 2 emplois en 2e année. Il n'y a eu aucun supplément pour les frais de scolarité. Il n'y a eu aucun fonds d'urgence. Point 3. Elle fait une pause pour faire de l'effet. La part des dépenses de Diane tirée de la succession de vos grands-parents. Frais médicaux, transport, aides diverses. Total, 18 000 €. Elle plie le papier, regarde la pièce. Ça fait plus de 50 000 €. 50 000 € que cette famille a investi dans quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. La pièce est silencieuse. Tante Renée hoche lentement la tête. Oncle Thierry croise les bras. Cousin Clément fixe la moquette. J'ouvre la bouche. Maman, ce n'est pas je n'ai jamais. S'il te plaît, laisse-moi finir. Sa main se lève, paume ouverte. Tu auras ton tour. Mais elle continue de parler. Elle se tourne vers tante Renée. Tu te souviens quand j'ai dû vendre le service à thé en argent de maman? C'était pour couvrir les frais dentaires de Diane. Renée s'en souvient, ou croit s'en souvenir.
Ma mère n'a jamais payé de frais dentaires pour moi. J'ai ma propre mutuelle depuis que j'ai 22 ans. Mais ça n'a pas d'importance. La pièce la croit. Je peux le voir sur leur visage. Lèvres pincées, bras croisés, des yeux qui glissent sur moi comme si j'étais quelque chose de répugnant. Je n'aurai pas mon tour. Je le sais déjà. Ma mère plie ses lunettes de lecture et les range dans sa poche. Elle regarde autour du cercle, chaque visage, un par un. Et quand elle parle, sa voix baisse pour devenir presque douce. J'y ai réfléchi pendant longtemps, et je pense qu'il est seulement juste que nous, en tant que famille, votions pour décider si Diane doit continuer à participer à nos réunions, à nos traditions et à toute future décision familiale. Les mots ne s'enregistrent pas tout de suite dans mon esprit. Voter. Elle a dit voter. Tu leur demandes de voter pour m'exclure? Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. De notre famille. Je leur demande de voter sur ce qui est juste. Cette famille a assez souffert. Je regarde Margot. Ma sœur, ma grande sœur, avec qui j'ai partagé une chambre pendant 16 ans, fixe ses propres mains sur ses genoux. Elle ne bouge pas. Je regarde mon père. Gérard examine le sol comme s'il n'avait jamais vu de parquet de sa vie. Je regarde autour de la pièce. 25 visages. Ce sont des gens pour qui j'ai cuisiné des plats pour les fêtes. Des gens dont j'ai gardé les enfants le week-end. Mon cousin Clément, que j'ai conduit à son bac parce que sa voiture était en panne. Tante Martine, que j'ai appelée tous les dimanches pendant 6 mois après son opération de la hanche. Oncle Thierry, que j'ai aidé à emménager dans son nouvel appartement au printemps dernier. Pas un seul d'entre eux ne dit, c'est de la folie, Patricia. Tu ne peux pas exclure quelqu'un d'une famille par un vote. Pas un seul. Et je comprends tout d'un coup, comme une vitre qui se brise, que ma mère n'a pas décidé ça ce soir. Elle a fait campagne. Elle les a appelés un par un. Elle a présenté sa version, ses chiffres, ses larmes. Ce vote était décidé avant même que je ne gare ma voiture dans l'allée. Maman. Ma voix se brise, mais je force les mots à sortir. J'ai payé mes propres études. Je ne t'ai jamais demandé un seul euro. Elle se tourne vers la pièce et secoue la tête. Triste, patiente. Une femme qui gère une enfant difficile. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait. Elle réécrit l'histoire. Et c'est exactement pour ça que nous sommes ici. Je veux faire une pause ici une seconde parce que, debout dans ce cercle, en écoutant ma mère réécrire toute ma vie devant des gens que j'aimais, il y a eu un moment où j'ai pensé, ai-je tort? Ai-je vraiment été un fardeau tout ce temps sans le voir? 27 ans à entendre ça. Quand tout le monde autour de vous croit la même histoire, vous commencez à vous demander si peut-être, juste peut-être, le mensonge est la vérité. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Quelqu'un a-t-il déjà répété un mensonge sur vous tant de fois que vous avez commencé à remettre en question votre propre mémoire, que vous avez commencé à vous dire que peut-être, vous leur deviez vraiment quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Ok, retournons dans ce salon. Ma mère croise les mains devant elle comme une doyenne d'église réclamant la quête. Tous ceux qui sont pour retirer à Diane le droit d'assister aux événements familiaux, ses droits sur les biens et toute obligation financière de notre part? Levez la main. La pièce retient son souffle. 1 seconde. 2. La main de tante Renée se lève en premier. Droite et sûre, comme si elle attendait la permission. Puis tante Martine. Puis oncle Thierry. Puis le cousin Clément, qui refuse de me regarder en le faisant. Je compte. 10. Cousine Brigitte. Cousin Thomas. La femme de Thomas, que j'ai rencontrée exactement 3 fois. 15. Grand-tante Paulette, que j'ai conduite à son rendez-vous chez l'ophtalmo en mars dernier. Mon petit cousin Alain, qui m'a emprunté mes câbles de démarrage il y a 2 hivers et ne me les a jamais rendus. 20. Les mains continuent de se lever. Lentes, rapides, réticentes. Fermes. Peu importe. Elles se lèvent toutes. Je regarde ma sœur. La mâchoire de Margot est serrée. Sa main se lève à moitié, s'arrête, puis finit par se lever complètement. Elle refuse toujours de me regarder. 25. Ma mère les compte à voix haute, lentement,
délibérément, comme on fait l'appel. René, Martine, Thierry, Clément, Brigitte, Thomas. Chaque nom est un clou. Puis elle arrive à la fin de son décompte et se tourne vers la dernière personne qui n'a pas levé la main. Gérard. Mon père est assis, immobile. La bière dans sa main s'est réchauffée. Il fixe la canette. La pièce attend. Gérard, plus doucement cette fois. Un ordre déguisé en question. Mon père ne me regarde pas. Il regarde le sol, le mur, ses propres chaussures. Et puis lentement, comme si son bras pesait une tonne, il lève la main. Mon père, l'homme qui m'a appris à lasser mes chaussures, qui me portait sur ses épaules à la fête foraine. Cette main levée contre moi. 26. Je me tiens dans une pièce remplie de ma famille, et je n'ai jamais été aussi seul de ma vie. Ma mère inspecte la pièce. 26 mains. Elle hoche la tête. Pas triomphante, pas suffisante, mais satisfaite. Le hochement de tête d'une femme qui a confirmé ce qu'elle savait déjà. Elle se tourne vers moi. La pièce devient si silencieuse. Je peux entendre l'horloge de la cuisine faire tic-tac à travers le mur. Le rire d'un enfant résonne dans la salle de jeu au bout du couloir, et ce son donne l'impression d'appartenir à un autre univers. Ça fait 27 ans qu'on te traîne comme un boulet, Diane. Sa voix est basse, contrôlée, presque gentille. C'est terminé. Personne ne respire. Je sens le sang monter à mon visage. Mes oreilles bourdonnent. Mes jambes veulent bouger, mais elles ont oublié comment faire. 26 personnes viennent de me dire que je n'ai pas ma place ici. Et ma mère se tient au centre de ce cercle comme si elle venait d'accorder une faveur miséricordieuse. Elle se redresse. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu ne seras plus la bienvenue aux rassemblements familiaux. Et toute revendication que tu penses avoir sur les ressources de cette famille, considère-la comme nulle et non avenue. Un avocat. Le mot sort avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi faire? Pour protéger cette famille. De toi. Elle le dit si simplement, comme si elle verrouillait une porte. Je regarde autour de la pièce une dernière fois. Tante Renée étudie ses ongles. Clément fixe le plafond. Margot a les bras croisés autour d'elle-même, comme si elle avait froid. La main de mon père est de retour sur ses genoux, mais le mal est fait. Je me dis que c'est fini. C'est le soir où je perds ma famille. Je me tourne vers la porte d'entrée. Mon manteau est sur le crochet. Mes clés sont dans ma poche. 3 pas et je suis parti. Je fais le premier pas, et c'est là que la porte d'entrée s'ouvre. Une rafale d'air de novembre balaie la pièce. Un froid vif, tranchant, le genre de froid qui vous oblige à faire attention. Un homme entre, cheveux gris, veste usée, et dans sa main droite, une mallette en cuir abîmée. Quoi? Je n'ai pas vu l'oncle Robert depuis 14 ans, mais je le reconnaîtrais n'importe où. Ses larges épaules, sa façon calme de se tenir dans l'embrasure d'une porte comme s'il ne demandait rien à personne. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Il est plus mince que dans mes souvenirs, mais ses yeux sont les mêmes, calmes, patients, comme un homme qui a appris il y a longtemps que le silence fait parfois plus de bruit que les cris. Toutes les têtes du salon se tournent. Quelqu'un halète. Je crois que c'est tante Martine. Mais le visage de ma mère, je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Il se vide de toute expression. Pas en colère, pas surprise. Vide, comme si quelqu'un avait débranché la prise de la performance qu'elle était en train de jouer. Ça dure une demi-seconde, peut-être moins, et puis elle se recompose. Le sourire revient, les épaules se redressent. Mais je l'ai vu, cette demi-seconde de terreur pure. Robert entre et ferme la porte derrière lui. Il regarde lentement autour de la pièce. Ses yeux se posent d'abord sur Jeanne. Sa fille lui fait un petit signe de tête, puis sur moi, puis sur Patricia. Je n'étais pas invité. Sa voix est calme, rocailleuse et grave. Je sais. Ma mère récupère vite. Robert, c'est une affaire de famille. Tu as renoncé à ton droit de. Amusant. Il tire une chaise contre le mur et s'assoit. Il pose la mallette sur ses genoux. Je me souviens d'une époque où j'étais de la famille. Jeanne se lève et s'installe sur la chaise à côté de lui. Personne ne l'en empêche. Ma mère fait un pas en avant.
Sa voix baisse. Pas douce, pas gentille, mais glaciale. Quoi que tu sois venu faire ici, Robert, ne le fais pas. Il la regarde. Puis il regarde la mallette. Puis il me regarde. Et quand il parle, sa voix se brise très légèrement sur le premier mot. J'aurais dû faire ça il y a des années, Diane. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Les jointures de ma mère blanchissent sur le dossier de la chaise qu'elle agrippe et je réalise, pour la première fois de ma vie entière, je regarde ma mère avoir peur. Véritablement et profondément peur. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Robert ne se précipite pas, il pose ses mains sur la mallette comme s'il avait rejoué ce moment dans sa tête 1 millier de fois. Et maintenant que le moment est venu, il veut bien faire les choses. Il regarde l'assemblée, pas Patricia, mais tous les autres. Il y a 14 ans, nos parents sont morts. Sa voix est calme, mesurée. Les parents Chabot. La plupart d'entre vous étaient à l'enterrement. Patricia est devenue l'exécutrice de leur succession. Elle s'est occupée de la maison, des comptes, de la répartition. Je lui ai fait confiance. Il fait une pause. Nous lui avons tous fait confiance. Tante Renée bouge sur sa chaise. Oncle Thierry décroise les bras. Maman et papa ont laissé un patrimoine d'environ 360 000 euros. La maison, 2 comptes d'épargne, et un fonds distinct de 40 000 euros, spécifiquement réservés pour les études de leurs petits-enfants. Diane et Margot. Je sens l'air quitter mes poumons. 40 000 euros. Le fonds d'études de mamie, celui dont maman disait qu'il couvrait à peine les frais d'obsèques. Robert continue. 6 mois après l'enterrement, j'ai demandé à Patricia de voir les documents de répartition. Elle m'a dit que tout avait été réglé. Que les impôts et les frais d'obsèques avaient tout absorbé. Qu'il ne restait rien à partager. Il fait une nouvelle pause. Je l'ai cru pendant un temps. La voix de ma mère coupe, tranchante, Robert, ne fais pas ça. Il lève une main, sans agressivité, juste ferme, comme un panneau stop. Patricia, je me suis tue pendant 14 ans. Laisse-moi parler. La pièce est figée. Personne ne tape sur son téléphone. Personne ne s'agite. Même l'horloge semble plus bruyante. Puis un jour, un relevé bancaire est arrivé dans l'ancienne maison de papa et maman, celle que je retapais pour la vendre. Adressé au compte de leur succession, un compte qui était censé être fermé. Il regarde Patricia. Elle agrippe la chaise si fort que ses jointures sont passées du blanc au jaune. Ce relevé montrait des retraits. Des dizaines, allant tous vers un seul compte personnel. Il ne dit pas le nom. Il n'en a pas besoin. Toutes les paires d'yeux de la pièce glissent vers ma mère. Et le nom sur ce compte, c'était Patricia Anoriet. Il ment. Il a toujours été. La pièce se fissure comme une faille sismique. Des murmures commencent sur les bords. Bas, rapides, le genre de murmures qui se produisent quand les gens essaient de savoir de quel côté se ranger. Tante Martine se penche en avant sur sa chaise. Patricia, est-ce que c'est vrai? La réponse de ma mère est instantanée. Répétez. Il ment. Il a toujours été jaloux de moi. Maman et papa m'aimaient plus et il ne s'en est jamais remis. C'est la même réplique qu'elle a utilisée il y a 14 ans. Mot pour mot. Je le sais parce que je l'ai entendu la répéter à chaque réunion de famille où le nom de Robert était évoqué. Mais quelque chose est différent cette fois-ci. Le cousin Clément regarde Robert, puis Patricia, et pour la première fois ce soir, il ne hoche pas la tête en accord avec ma mère. Ses mains sont croisées entre ses genoux. Et il réfléchit vraiment. Margot regarde notre mère avec une expression que je n'ai jamais vue sur son visage auparavant, comme si elle faisait des calculs dans sa tête, et que les chiffres ne collaient pas. Maman a payé toutes les études universitaires de Margot. Elle disait que ça venait de ses économies. Margot n'a jamais demandé d'où. Mon père lève la tête. Il regarde sa femme, puis Robert, puis la mallette. Sa main, celle qu'il a levée contre moi il y a 5 minutes, tremble. Patricia pivote. Elle se place au centre du cercle, s'interposant entre Robert et le reste de la pièce, et ouvre légèrement les bras. La mère bafouée, l'innocente accusée. C'est exactement ce qu'il a fait il y a 14 ans. Il a essayé de monter tout le monde contre moi à l'époque, et il recommence. Robert ne s'obstine pas. Il ne hausse pas le ton.
Il dit simplement, je n'ai pas besoin que vous me croyiez. J'ai des documents. Il pose la main sur la mallette. Ne l'ouvre pas. La laisse juste là. La voix de ma mère se tend comme une corde à piano. Si tu ouvres ça, Robert, je jure. Elle ne finit pas sa phrase. Et ce silence, cette menace inachevée, en dit plus long à la pièce que n'importe quel document. Parce qu'elle n'a pas dit que les papiers étaient faux. Elle n'a pas dit qu'ils étaient erronés. Elle ne voulait tout simplement pas qu'on les ouvre. Robert déverrouille la mallette. Le son est faible. 2 clics métalliques. Mais dans cette pièce, ça résonne comme un coup de feu. À l'intérieur, les documents sont classés avec des onglets de couleur, bleu, jaune, rouge. 14 ans de patience, trié et étiqueté, et il sort le premier, le tenant en l'air pour que tout le monde puisse le voir. C'est le testament original de Henri et Marguerite Chabot, nos parents. Il le pose sur la table basse. Patricia a dit à la famille que ce document était perdu. Il ne l'était pas. Elle a déposé une version différente chez le notaire pour la succession. Ma mère. Ce testament a été modifié avant l'heure. Robert plonge à nouveau la main dans la mallette. C'est amusant que tu dises ça. Il pose un deuxième document à côté du premier. Côte à côte. 2 testaments, les mêmes noms, des signatures différentes. Celui de gauche est l'original, notarié, avec témoin. Celui de droite est la version que Patricia a soumise au notaire. Il tapote le deuxième document. Regardez les signatures. Clément se penche en avant. Tante Martine se lève pour voir de plus près. Même de l'autre bout de la pièce, je peux le voir. L'écriture sur le deuxième testament est plus serrée, plus contrôlée. Ça ne correspond pas. Mes mains deviennent glacées. 40 000 €. C'était censé être pour Margot et moi. Pour l'école. Pour l'avenir que mamie voulait que nous ayons. Robert sort un troisième document de la mallette, une simple page avec un en-tête. J'ai engagé une experte en écriture, certifiée, assermentée. Voici son rapport. Il le pose sur la table. Les signatures sur le testament modifié ne correspondent pas à l'écriture connue de Henri ou Marguerite Chabot. La pièce est devenue si silencieuse que je peux entendre le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine. Ma mère n'a pas bougé. Elle se tient très droite, une main pressée contre sa clavicule, et pour la première fois ce soir, elle n'a plus de mots. Robert la regarde, puis la pièce, puis moi. Je ne devine pas, Patricia. J'ai passé 14 ans à m'assurer que chaque page de ce dossier était certifiée. Robert plonge la main dans la mallette une dernière fois. Cette fois, c'est une pile de relevés bancaires, pas des photocopies, des originaux, tamponnés et datés. Il les étale sur la table basse comme un croupier qui distribue des cartes. Ce sont des relevés certifiés de la Banque nationale, le compte de succession de Henri et Marguerite Chabot. Son doigt glisse sur la première page. À partir de 3 mois après les funérailles, les retraits commencent. 12 000 €, 15 000 €, 10 000 €, toujours transférés vers le même compte chèque personnel. Il passe à la page suivante, puis à la suivante, chacune montrant le même schéma. L'argent quitte la succession pour atterrir au même endroit. Sur une période de 2 ans, 180 000 € ont été retirés de la succession de nos parents. 180 000 €. Il lève les yeux. Le nom de Patricia figure sur le compte récepteur, son numéro de sécurité sociale, sa signature sur chaque autorisation de transfert. Le silence est si total que je peux entendre le réfrigérateur bourdonner à travers le mur de la cuisine. Ma mère craque la première. Ce sont des faux. Il les a fabriqués. Ce sont des relevés certifiés par la banque, Patricia. Tamponnés. Datés. Ton numéro de compte. Ton nom. Tante Renée, la femme qui avait levé la main avant tout le monde, qui avait hoché la tête à chaque mot prononcé par ma mère, fixe les relevés, la bouche légèrement entr'ouverte. Sa main, celle qui avait voté pour m'exclure, est retombée sur ses genoux. Mon père parle pour la première fois de la soirée. Gérard Henriet ouvre la bouche, Patricia. Un seul mot. Mais ce n'est plus la voix d'un homme qui se laisse porter par les événements. C'est la voix d'un homme qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est pas solide. Patricia, réponds-moi. Est-ce qu'une seule de ces choses est vraie? Ma mère ne lui répond pas.
Elle se tourne vers la pièce à la place, cherchant des alliés des yeux, se raccrochant à son vieux manuel de stratégie. Il a toujours été jaloux. Nos parents m'aimaient plus et il n'a pas pu. Mais tante Renée la coupe doucement, presque tendrement. Patricia, as-tu utilisé l'argent de maman et papa? Je regarde ma mère changer de stratégie en temps réel. Ça va vite, comme on change de voie sur l'autoroute. L'accusée devient la martyre. Ses épaules s'affaissent, son menton tremble, des larmes s'accumulent dans ses yeux, et honnêtement, je n'arrive pas à dire si elles sont vraies. Vous savez à quel point c'était dur. Sa voix se brise magnifiquement. Gérer tout ça toute seule après la mort de papa et maman. Robert est parti. Gérard ne m'a pas aidé. J'ai tout fait. L'enterrement, la paperasse, la maison, les impôts, tout est tombé sur moi. Elle presse une main contre sa poitrine. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Pendant un instant, juste un instant, je vois certains membres de la famille s'adoucir. Le visage de tante Martine vacille. Oncle Thierry regarde le sol. Ça marche. La performance fonctionne. Puis Robert prend la parole. Des erreurs. Le mot sort, plat et dur. Tu as imité leur signature, Patricia. Tu as réécrit leur testament. Tu as volé 180 000 € à tes propres parents morts. Il fait une pause. Chaque phrase est une brique. Et ensuite, tu as dit à tout le monde que Diane, une gamine de 13 ans, était la raison pour laquelle l'argent avait disparu. Cette dernière phrase atterrit comme une gifle. Je la vois frapper la pièce visage après visage, chaise après chaise. La douceur de tante Martine s'évanouit, la mâchoire d'oncle Thierry se crispe. 25 personnes me regardent maintenant. La fille qu'ils ont votée pour jeter aux ordures il y a 5 minutes. Et ils font le calcul qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ma mère explose. Sors de ma maison, Robert. Sors. Robert se lève lentement. Il prend son manteau, mais avant de partir, il place le dossier entier, chaque document, chaque relevé, chaque rapport au centre de la table basse. Je pars. Sa voix ne tremble pas. Mais ses papiers, eux, restent. Margot avance sa chaise. Elle prend un relevé bancaire, le lit. Ses mains tremblent. Elle lève les yeux vers notre mère. Sa voix est petite mais claire comme du cristal. Maman, les frais de scolarité que tu disais avoir payés pour moi, ça venait de l'argent de papy et mamie, n'est-ce pas? Ma mère fixe Margot. Sa bouche s'ouvre. Rien ne sort. La pièce se fracture. La moitié de la famille est agglutinée autour de la table basse, se passant les documents de main en main, lisant en silence. L'autre moitié reste figée, regardant Patricia comme s'il la voyait pour la première fois. Mon cousin Clément est le premier à bouger. Il se lève de sa chaise, traverse la pièce et s'arrête devant moi. Son visage est rouge. Sa voix est rauque. Je ne savais pas Diane, je suis désolé. Je hoche la tête. Je ne peux pas encore parler. Ma mère le voit se tenir près de moi et quelque chose se brise derrière ses yeux. Elle se tourne vers mon père et lui attrape le bras. Gérard, dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. Gérard regarde sa femme. C'est la fois où je l'ai vu soutenir son regard le plus longtemps de ma vie, puis il secoue la tête. Je ne peux pas, Patricia. Je ne peux pas faire ça. Quelques mots. Les mots les plus importants que mon père ait jamais prononcés. Ils arrivent avec 14 ans de retard, mais ils sont là. Tante Renée se lève et sort de la pièce sans un mot. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Tante Martine la suit 30 secondes plus tard, enfilant son manteau avec des gestes rapides et furieux. Un par un, les gens commencent à partir. Pas tous, mais assez. Assez pour transformer le salon de ma mère, sa scène, son tribunal, en quelque chose de petit et de vide. Patricia se tient au centre du cercle qui n'en est plus un. Les chaises sont repoussées, les sièges abandonnés. Les documents reposent sur la table basse comme des preuves sur une scène de crime que personne n'a encore nettoyée. Personne ne la regarde. Ils lisent, partout se parle à voix basse. Elle est devenue invisible dans sa propre maison. Je me tiens dans le coin à côté du fauteuil vide où s'asseyait mon grand-père. Et pour la première fois en 27 ans,
Je ne suis pas celle qu'on ignore. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Les papiers ont dit tout ce que je n'aurais jamais pu dire. Robert me trouve sur la terrasse à l'arrière. Je suis sorti parce que le salon ressemble à un bâtiment après un tremblement de terre, tout est encore debout, mais rien n'est à sa place. Margot et Jeanne le suivent à l'extérieur. Nous sommes tous les quatre assis sur les marches du porche dans le froid, notre souffle formant des nuages dans l'air de novembre. Et Robert me raconte le reste. Vos grands-parents avaient mis de côté 40 000 € spécifiquement pour toi et Margot. Un fonds pour vos études. C'était dans le testament original, noir sur blanc. Ils se frottent les mains. Patricia a tout liquidé dans l'année qui a suivi leur mort. Elle l'a utilisé pour refaire sa cuisine et sa salle de bain principale. Les rénovations pour lesquelles elle disait à tout le monde qu'elle avait économisé. La cuisine dans laquelle j'ai mangé lors des repas de famille chaque année. La cuisine dans laquelle elle a préparé le repas de ce soir, construite avec de l'argent qui m'appartenait. Elle avait besoin d'une couverture, dit Robert. Alors, elle a commencé à dire aux gens que tu coûtais cher, que tu étais un gouffre financier. Tu avais 13 ans, dit Anne. Tu ne pouvais pas te défendre. Tu ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à défendre. Margot pleure. Des larmes silencieuses. Sans aucun bruit, serrant ses genoux sur la marche en dessous de moi. Je pose la question qui monte en moi depuis 1 heure. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Le visage de Robert se crispe. J'ai essayé. Il y a 14 ans, je l'ai confrontée. Elle a dit à la famille que j'étais alcoolique, que j'étais jaloux, que je voulais plus que ma part. Sa voix baisse. Tout le monde l'a cru. J'ai tout perdu. Les fêtes de famille, les anniversaires, voir Jeanne grandir avec ses cousines. J'ai perdu cette famille. Il regarde la mallette posée à côté de lui sur le porche. J'avais besoin de preuves qui ne pourraient pas être réfutées. Des relevés bancaires certifiés, une experte en écriture, l'examen d'un avocat. Ça prend du temps, et de l'argent dont je n'avais pas beaucoup. Il pose sa main sur mon épaule. Margot s'essuie le visage du revers de la main et se lève sans un mot. Alors qu'elle retourne à l'intérieur, je la regarde à travers la porte vitrée. Elle traverse le salon jusqu'à l'endroit où notre mère est assise seule sur le canapé. Patricia a l'air plus petite maintenant. La lumière du plafond accroche chaque ride de son visage, chaque trace de mascara coulée. La reine sent sa cour. Margot se tient devant elle, elle ne s'assoit pas. Maman, regarde-moi. Patricia lève les yeux. Est-ce que tu as payé ma fac avec l'argent de papy et mamie? J'ai fait ce que je devais faire. Maman, ce n'est pas une réponse. Tu as eu ton diplôme, non? Un éclair de l'ancienne Patricia. Défiante, certaine d'elle-même. Tu as ta vie. Je t'ai offert ça. Tu me l'as offert en volant Diane, en volant l'oncle Robert, en volant mamie et papy. Ne te retourne pas contre moi, toi aussi. La voix de ma mère monte dans les aigus. Je reconnais ce ton d'avertissement. Celui qui nous faisait toutes les deux taire quand nous étions enfants. Je suis ta mère. Margot ne recule pas. Et Diane est ma sœur. Elle se tourne et retourne sur la terrasse, s'asseyant à côté de moi. Pendant un long moment, aucune de nous ne parle. Puis elle le dit doucement, comme si elle avouait quelque chose qu'elle portait depuis des années. Il y a eu un moment où maman m'a dit de ne pas te prêter d'argent. Elle m'a dit que tu ne le rendrais jamais. La voix de Margot se brise. Tu m'as appelé une fois. Ta voiture était en panne. Tu avais besoin de 200 €. Et j'ai dit non. Je me souviens. Un mardi soir d'octobre. Une pluie si forte que je voyais à peine la route. J'avais marché près de 5 kilomètres pour rentrer chez moi parce que ma sœur avait dit non, parce que ma mère lui avait dit de le faire. Je ne savais pas, murmure Margot. Je te jure que je ne savais pas, je te crois. Elle appuie sa tête contre mon épaule. Nous restons assises comme ça dans le froid, à écouter les bruits d'une famille qui se réarrange à l'intérieur. J'étais l'enfant chéri, finit-elle par dire. Et je ne l'avais même pas mérité. Je rentre chez moi vers 22 heures. La maison se vide lentement derrière moi. Les gens partent par groupes de 2, les manteaux serrés contre eux. Des portières de voitures qui claquent dans la nuit. À minuit, j'ai 6 messages sur mon téléphone.
Mon cousin Clément m'a appelé en premier. Sa voix était pâteuse, comme s'il était resté assis dans sa voiture dans l'allée pour trouver le courage. Diane, j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû dire quelque chose quand elle nous a demandé de lever la main. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tante Martine a envoyé un long texto, 3 paragraphes. Elle dit qu'elle avait cru Patricia parce que ma mère avait toujours l'air si sûre d'elle. Elle avait toujours les détails. Martine ne demande pas pardon. Elle dit juste qu'elle a eu tort. Jeanne m'a serré dans ses bras avant de quitter le porche. Elle m'a tenu fort et m'a murmuré à l'oreille, « Mon père n'a jamais cessé de parler de toi. À chaque anniversaire, à chaque fête, il prononçait ton nom. Cousin David a appelé. Court, direct. J'ai merdé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un repas, d'aide pour déménager, n'importe quoi, je suis là. » Tante Renée est revenue. 23 heures, des phares dans l'allée. Elle a monté les marches du porche où j'étais toujours assise avec Margot, et elle m'a prise dans ses bras pendant 30 secondes sans dire un seul mot. Quand elle m'a lâché, ses yeux étaient rouges. Et puis il y a Margot. Ma sœur ne part pas. Elle reste assise avec moi sur ce porche jusqu'à minuit passé. Nous ne résolvons rien. Nous ne faisons pas de grandes déclarations. Nous parlons, c'est tout. Nous parlons vraiment, pour la première fois depuis des années, sans le filtre de notre mère entre nous. Je dis la même chose à chacun d'eux. Merci d'avoir appelé. Je le pense vraiment. Mais des excuses n'effacent pas une main levée. Je vais avoir besoin de temps avant de savoir ce que cela signifie pour nous. Il y a une personne qui n'appelle pas, qui n'envoie pas de message, qui ne s'excuse pas. Mon père, Gérard Henriet, monte dans sa voiture après le départ de Robert et s'en va. Je ne sais pas où il va. Je ne le découvrirai que 2 jours plus tard. Je rentre chez moi en faisant un détour. Je passe devant l'école primaire où je travaille. Devant la brasserie où je déjeune le vendredi. Devant la station-service où je fais le plein de ma vieille Clio de 10 ans tous les dimanches. Et devant la maison de ma mère. La lumière de la cuisine est toujours allée. À travers la fenêtre, je peux la voir. Une silhouette solitaire assise à la table de la salle à manger. Les assiettes sont toujours là, les chaises sont toujours disposées en cercle. La femme qui commandait une pièce de 25 personnes il y a 4 heures est assise seule dans une cuisine qu'elle a rénovée avec de l'argent volé, entourée de restes. Personne n'est resté pour manger. Je ne m'arrête pas. Je rentre chez moi et je m'assois dans le noir de mon appartement, l'appartement dont elle s'est moquée, le salaire qu'elle a rabaissé, la vie dont elle disait à tout le monde qu'elle était un échec. Et je pense à ma mère, non pas avec haine, ni avec satisfaction, mais avec la lourde et complexe fatigue de comprendre enfin. Patricia Henriet a grandi dans une famille qui mesurait les gens à ce qu'ils pouvaient rapporter. L'amour était conditionnel, la valeur était financière. Elle a appris à contrôler parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'être contrôlée. Ça n'excuse absolument rien de ce qu'elle a fait, mais ça explique les rouages. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé ne signifie pas que vous devez le laisser continuer. J'ouvre mon ordinateur portable. Je cherche des thérapeutes dans un rayon de 50 km. J'en trouve une dans la ville d'à côté. Dr Karine Weber, conseillère familiale diplômée. Des disponibilités le lundi. Je réserve le premier rendez-vous. À 2 heures du matin, mon téléphone s'allume. Un texto de ma mère. Tu as monté ma famille contre moi. Je le lis 1 fois. Je le lis 2 fois. Je pose le téléphone. Et puis je supprime le message et je vais me coucher. Pendant 27 ans, j'étais le problème. Ce soir, le problème était assis tout seul dans sa propre cuisine. Et moi, pour la première fois dont je me souvienne, j'ai fait une nuit complète. Dimanche matin, 2 jours après ce repas. Je fais du café quand on sonne à la porte. Mon père se tient sur le paillasson, mal rasé, les yeux rougis, portant la même chemise à carreaux que jeudi soir, froissée maintenant, comme s'il avait dormi dans sa voiture, ce qui, connaissant mon père, est probablement le cas. J'ai conduit jusqu'à la maison du lac, dit-il. J'y suis resté 2 jours à réfléchir. M'écarte et le laisse entrer. Il s'assoit à la table de ma cuisine, la petite table, celle pour 2 personnes, et regarde autour de mon appartement. Je le regarde observer. Le canapé d'occasion,
l'étagère que j'ai construite avec des parpaings et des planches, mon diplôme de psychologue de l'éducation nationale encadré au mur. Il n'est jamais venu ici auparavant. En 3 ans que je vis seul, mon père n'est jamais venu me rendre visite une seule fois. Je savais qu'il y avait un truc louche avec la succession, dit-il. Il fixe ses mains. J'ai vu les factures de rénovation. J'ai demandé à ta mère une fois. Elle a dit que Robert avait accepté de nous donner sa part. Il fait une pause. Je l'ai cru parce que c'était plus facile. Il ferme les yeux. Oui. Nous restons assis en silence. La cafetière coule. Gérard me dit qu'il a appelé Robert ce matin. La première fois qu'ils se parlent en 14 ans. 2 hommes au téléphone, tous les deux en larmes, aucun incapable de commencer la phrase qu'il avait besoin de dire. Robert lui a envoyé des copies de tout. Le testament, les relevés, l'expertise graphologique. Gérard a lu chaque page. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je veux juste que tu saches que j'en ai fini de me taire. Je regarde mon père, 56 ans. Des mains qui tremblaient quand il les a levées contre sa propre fille. Des mains qui tremblent maintenant pour une raison différente. Papa, je t'aime, mais l'amour n'annule pas ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu me montres, pas que tu me le dises, que les choses sont différentes maintenant. Il hoche la tête. Il ne conteste pas. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Et pour mon père, c'est un début. Le mardi suivant, je suis assise dans un petit bureau de la grande rue à Villeneuve, la ville voisine, face à une femme nommée Maître Evelyne Moreau, avocate en droit de la famille. Robert est à côté de moi, la mallette ouverte sur le bureau entre nous. Evelyne examine les documents un par un, prenant de petites notes dans les marges. Elle est méthodique. Sans précipitation. Au bout de 20 minutes, elle pose son stylo. C'est une fraude à la succession. Net et bien documentée. Elle regarde Robert. Monsieur Chabot, les preuves que vous avez rassemblées sont solides. Les signatures falsifiées à elles seules seraient significatives, mais combinées avec les relevés bancaires et l'expertise graphologique, c'est un dossier très fort. Elle nous explique nos options clairement. Robert et moi avons tous deux des motifs pour intenter une action au civil afin de récupérer les fonds détournés. De plus, bien que falsifier un testament soit un délit pénal grave, faux et usage de faux, c'est le bureau du procureur de la République qui prendrait la décision d'engager des poursuites pénales, pas nous. Robert parle en premier. Je ne veux pas que Patricia aille en prison, mais je veux que l'argent soit rendu aux personnes à qui il appartient. Je suis d'accord. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour les 40 000 € que mes grands-parents avaient mis de côté pour mes études. De l'argent dont j'ignorais l'existence alors que je cumulais 2 emplois et contractais des prêts étudiants. Evelyne prépare les documents. Je lis chaque ligne. Robert signe. Je signe. Pas de discours, pas de déclaration dramatique, juste du papier, de l'encre, et une procédure légale qui fait ce pourquoi elle a été conçue. En retournant à ma voiture après coup, je ressens quelque chose que je n'attendais pas. Pas du triomphe, ni un sentiment de vengeance, mais du soulagement. Un soulagement tranquille. Celui qui vient du fait de savoir qu'on n'a pas inventé tout ça. Qu'on n'était pas le boulet. Que les chiffres n'ont jamais été les miens. Je n'ai pas attaqué ma mère par vengeance. J'ai déposé une plainte parce que 40 000 € m'ont été pris avant que je sois en âge de savoir qu'ils existaient. Et parce qu'il faut bien que quelqu'un dise que c'était mal. Les nouvelles voyagent vite dans une ville de 8 000 habitants. Dès la 2e semaine de décembre, l'histoire a fait le tour des bancs de l'église et des rayons de supermarché de Beaumont. Le premier changement visible, tante Renée annonce qu'elle organise le repas de Noël chez elle. Robert est invité. Patricia ne l'est pas. Personne ne conteste. Personne n'hésite même. Ma mère contre-attaque de la seule façon qu'elle connaît, par téléphone. Elle appelle chaque membre de la famille, un par un. Elle travaille la liste qu'elle a travaillée pendant des décennies. Mais cette fois, la plupart des appels tombent sur répondeur. Les rares qui répondent font court. Patricia, nous avons besoin de temps. Patricia, je ne sais pas quoi te dire en ce moment. Clic. À la paroisse Saint-Étienne, où Patricia est assise au 2e rang, côté gauche, chaque dimanche depuis 20 ans, les choses changent. Les gens ne l'affrontent pas.
Il se réarrange juste. Un vide de 2 places s'ouvre à côté d'elle, puis 3 places, puis tout le banc. Personne ne le dit à voix haute. Ils n'en ont pas besoin. L'espace parle de lui-même. Elle publie un long message sur Facebook. Quelque chose sur la trahison, sur la famille qui tourne le dos, sur les sacrifices qui sont punis. Margot commente dans l'heure, « Maman, s'il te plaît, arrête. Tu aggraves les choses. » Patricia supprime le post le soir même. Gérard déménage sur le canapé du salon. Il ne demande pas le divorce. Pas encore. Mais la porte de la chambre principale reste fermée, et il dort sous un bouti que sa belle-mère a cousu il y a 30 ans. Il commence à appeler Robert toutes les semaines. 2 hommes qui reconstruisent un pont, un coup de fil à la fois. Puis, fin décembre, une lettre de l'avocat de Patricia arrive à mon appartement. Elle a accepté de négocier un accord à l'amiable. Elle ne veut pas aller au tribunal. C'est la première fois de la vie de ma mère qu'elle choisit de reculer. Et la seule raison pour laquelle elle le fait, c'est parce que, pour la première fois, elle ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Quand j'ai lu cette lettre, quand j'ai vu que ma mère avait accepté l'accord, je suis restée assise à la table de ma cuisine pendant très longtemps. En 27 ans, elle n'avait jamais reculé devant rien. Ni une dispute, ni une accusation, ni un mensonge. Il aura fallu une vieille mallette usée et un homme assez patient pour attendre le bon moment. Mais je n'arrête pas de me demander, si l'oncle Robert n'avait pas franchi cette porte, où serais-je en ce moment? Aurais-je riposté seul? Ou aurais-je simplement disparu? Qu'auriez-vous fait? Si personne n'avait franchi cette porte pour vous, auriez-vous trouvé la force de vous défendre seul? Où seriez-vous parti pour de bon? Je veux vraiment le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Ok, laissez-moi finir cette histoire. Beaumont est le genre de ville où tout le monde est au courant de vos affaires dès le mardi suivant. Ma mère a construit sa réputation sur 3 décennies. Elle s'est effondrée en 3 semaines. Au comité des fêtes de la paroisse Saint-Étienne, que Patricia a présidé pendant 12 ans, l'organisation est discrètement restructurée en janvier. Nouvelle direction, nouvel horaire de réunion. La raison officielle, besoin de renouveau. La vraie raison alimente toutes les conversations chuchotées sur le parking de l'église. Les voisins qui acceptaient autrefois les invitations à dîner de Patricia ont soudainement des empêchements tous les samedis, pour une durée indéterminée. Le nombre de cartes de vœux reçues à la maison familiale chute de plus de la moitié. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu m'arrive à l'école. Une mère d'élève que je connais à peine, une femme nommée Valérie, dont j'avais suivi le fils pendant le divorce de ses parents, m'arrête à la sortie des classes. J'ai entendu ce qui s'est passé, mademoiselle Henriet. Pour ce que ça vaut, cette ville est meilleure parce que vous y êtes. Elle me serre la main et s'éloigne avant que je ne puisse répondre. C'est un petit détail, mais dans une petite ville, les petits détails sont primordiaux. Robert vient fêter Noël chez tante Renée. Cela fait 14 ans qu'il n'a pas eu de place à une table de famille. Quand il franchit la porte d'entrée de Renée, Jeanne est juste derrière lui, portant une tarte qu'elle a préparée avec la recette de leur grand-mère. Renée serre Robert dans ses bras si fort que ses pieds décollent presque du sol. Une semaine plus tard, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photographie, jaunie, cornée dans les coins. Mes grands-parents me tenant dans leurs bras à l'âge de 3 ans. Je ris à la caméra et la main de ma grand-mère est sur ma tête, protectrice et sûre. Au dos, avec son écriture, notre petite psy. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais j'ai le sentiment que c'est un homme qui dort sur le canapé de son salon maintenant et qui essaie, à sa manière discrète, de rendre ce qui a été pris. En février, l'accord est finalisé. Maître Evelyne Moreau m'appelle un mardi après-midi, et je me gare sur le parking de l'école pour écouter. Patricia accepte de restituer 40 000 € à Diane et Margot, le fonds d'études des petits-enfants. Et exactement comme le précisait le testament original, elle restitue 70 000 € à Robert, sa part légitime de la répartition de l'héritage qu'elle avait intercepté. Les 30 000 € restants, que Patricia prétend avoir dépensés en frais familiaux mais qu'elle ne peut pas justifier, restent en litige. Une affaire pour un autre jour. Pour effectuer les paiements, ma mère doit vendre son 4x4 épuisé dans ses économies de retraite. La cuisine qu'elle a construite avec l'argent volé vaut plus que la voiture, mais personne ne lui demande de la démolir. L'ironie se suffit à elle-même. J'ai reçu 20 000 €,
ma part du fonds d'études. Je l'ai utilisée pour rembourser mes prêts étudiants. Chaque centime de la dette que j'ai accumulée parce que l'argent qui m'était destiné dormait sur le compte chèque de ma mère pendant tout ce temps. Le reste, je l'ai mis de côté, pas parce que j'ai des projets pour ça, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai de l'argent que personne ne peut prétendre que je leur dois. Personne ne peut agiter un bout de papier plié dans un salon et dire que je suis un fardeau à cause de ça. C'est le mien, propre et net. Margot a d'abord refusé sa moitié. C'est toi qui as souffert, m'a-t-elle dit. Prends tout. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai divisé la somme exactement comme nos grands-parents l'avaient prévu. Des parts égales, comme ils l'avaient écrit. Comme cela aurait toujours dû être. Evelyne me dit que le bureau du procureur examine les preuves de la falsification. Aucune charge retenue pour le moment. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Je ne force pas les choses. Le système judiciaire fera ce qu'il a à faire. J'ai fait ma part. 20 000 euros. C'est ce qu'a coûté ma tranquillité d'esprit. 20 000 euros et 27 ans à m'entendre dire que j'étais le problème. Gérard Henriet ne divorce pas de ma mère. Pas pour le moment, du moins. Mais l'homme qui s'assoit en face de moi à la brasserie chez Rose le samedi matin n'est pas le même homme que celui qui a levé la main contre moi lors de ce repas de famille. Il commence petit à petit. Des coups de fil hebdomadaires, de vraies questions, pas du genre comment va le travail? Mais du genre comment vas-tu, vraiment? Il se pointe à mon appartement avec une boîte à outils un week-end et répare le robinet qui fuit que j'ignorais depuis 6 mois. Il ne dit pas grand-chose pendant qu'il travaille. C'est très bien. Sa clé à molette en dit assez. En janvier, il me dit quelque chose devant des œufs brouillés qui me fait presque lâcher ma fourchette. J'ai commencé à voir quelqu'un. Une psy. Il le dit comme s'il avouait un crime. La première fois de ma vie. À 56 ans, j'apprends à exprimer mon désaccord à voix haute. Il esquisse un petit sourire gêné. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Je ne prétends pas que cela règle tout. Ce n'est pas le cas. Mon père a choisi le silence pendant 30 ans. Il a choisi son propre confort plutôt que sa fille. Cela m'a façonné d'une manière que je découvre encore sur le canapé du docteur Weber chaque lundi après-midi. Mais je sais aussi que changer à 56 ans est plus difficile que changer à 27 ans. Chaque rendez-vous qu'il honore, chaque coup de fil qu'il passe à Robert, chaque samedi où il se présente à ma porte, c'est un homme qui lutte contre le courant de toute sa vie d'adulte. Je n'ai pas besoin que tu choisisses entre nous, papa, je lui dis. J'ai besoin que tu te choisisses toi-même. Il hoche la tête, remue son café, ne fait pas de discours. Mon père n'est pas un méchant. Il est un avertissement sur ce qui arrive quand on choisit le silence pendant 30 ans. Et il est aussi la preuve qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour commencer à parler, même si votre voix tremble. 3 mois après ce fameux repas, mon téléphone sonne. L'écran affiche « Maman ». Je laisse sonner 4 fois, puis je réponds. Sa voix est différente, plus petite. Le ton autoritaire qui pouvait diriger une pièce de 25 personnes a disparu, remplacé par quelque chose de faible et fatigué. On peut se parler? Je veux t'expliquer. J'accepte de la rencontrer, mais à mes conditions. Pas chez elle, pas dans sa cuisine. Un café à Villeneuve, la ville voisine. Public, neutre, sur les conseils de ma psy. J'apprends que la géographie compte quand on réécrit une relation. Nous sommes assises l'une en face de l'autre sur une banquette près de la fenêtre. Elle commande un café noir. Je commande la même chose. Pendant un instant, ça semble presque normal. 2 femmes, une table, un café. Sauf que l'une d'elles a volé 180 000 euros à ses parents morts et a mis ça sur le dos de sa fille de 13 ans. Elle commence, quand tes grands-parents sont morts, j'étais débordé. La succession, la paperasse, le deuil. Je lève doucement la main. Oui, comme Robert l'a fait ce soir-là. Maman, je ne suis pas là pour écouter des explications. Je suis là pour te dire ce dont j'ai besoin pour l'avenir. Elle cligne des yeux. Elle n'est pas habituée à ça. Je pose les bases. 1. Tu ne parles plus jamais de mes finances devant la famille. 2. Si on n'est pas d'accord, on en parle en privé. Tu ne recrutes pas de public. 3. Je choisis à quels événements familiaux j'assiste.
pas à tous. Et pas parce que tu me convoques. 4. Tu commences une thérapie. Une vraie thérapie, pas une discussion avec le père David autour d'un sirop. Elle écoute. Quand je termine, elle fixe son café pendant un long moment. Et si je ne peux pas faire tout ça, alors on en reste là où on est, et ça m'ira très bien aussi. Elle ne répond pas. Je n'en ai pas besoin. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Ce sont deux choses très différentes. Noël chez tante Renée est un événement plus intime. 12 personnes au lieu de 25. La table est dressée avec des assiettes dépareillées et des serviettes en tissu qui ont connu de meilleures décennies. C'est imparfait. C'est honnête. Et l'honnêteté est quelque chose que je n'ai pas eu depuis 27 ans. Je m'assois à côté de l'oncle Robert. Jeanne est en face de nous. Margot arrive avec un gratin de patates douces. Le premier plat qu'elle a jamais préparé pour un repas de famille par elle-même, sans maman debout par-dessus son épaule pour diriger chaque pincée de sel. Il est un peu trop cuit. Tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas de cercle de chaises, pas de discours préparé, pas de main levée. Robert porte un toast. Sa voix est calme, mais il y a une fêlure à la fin qu'il n'essaie pas de cacher. À ceux qui sont ici ce soir, et aux années à venir que nous allons rattraper. Gérard arrive en retard, seul. Il se tient dans l'embrasure de la porte un instant et je vois l'effort que ça lui coûte d'être là sans Patricia, dans une pièce pleine de gens qui connaissent maintenant la vérité sur sa femme. Il vient droit vers moi et me serre dans ses bras. Pas de mots. Juste une étreinte qui dure plus longtemps que toutes celles qu'il m'a données dans ma vie d'adulte. Jeanne et moi trinquons. Clément passe le pain. David raconte une blague horrible et tout le monde gémit. Robert rit, un vrai rire, ample et chaleureux. Et je réalise que je n'ai pas entendu ce son depuis que j'ai 13 ans. Patricia n'est pas là. Personne ne la mentionne. Son absence est à la fois un soulagement et une tristesse. Et j'apprends que ces deux sentiments peuvent s'asseoir sur la même chaise. Le rôti est trop cuit. Robert brûle les petits pains. Le vin est bon marché et il y a des courants d'air dans la maison. Mais quand je regarde autour de la table, chaque personne présente a choisi d'être là. Personne n'a été convoqué. Personne ne joue un rôle. Et ça, c'est le premier repas de fête honnête que j'ai eu de toute ma vie. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma mère. Patricia Henriet est une femme compliquée. Elle est manipulatrice et autoritaire. Et elle a volé ses propres parents décédés en accusant une enfant. Ces choses sont vraies. Mais c'est aussi une femme qui a grandi dans une famille où votre valeur était mesurée en euros. Où l'amour était soumis à des conditions et où le contrôle était la seule monnaie qui achetait la sécurité. Elle a appris le jeu très tôt et y a bien joué jusqu'à ce que le jeu la rattrape. Rien de tout cela n'excuse ce qu'elle a fait. Mais je vous le dis parce que je veux que vous compreniez que les personnes qui nous blessent ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ce sont juste des gens brisés qui brisent les autres parce que c'est le seul schéma qu'ils connaissent. Je partage cette histoire parce que je sais que certains d'entre vous sont assis à cette table en ce moment, à la place du bout près de la cuisine à côté des enfants, en train de s'entendre dire qu'ils sont un fardeau par les personnes même qui étaient censées les protéger. Et peut-être que comme moi, vous l'avez entendu tellement de fois que vous avez commencé à y croire. Alors, laissez-moi le dire clairement. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez juste arrêter de croire la version de vous-même que quelqu'un d'autre a écrite. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui les franchit, quand, et sous quelles conditions. Et la première fois que vous fermez cette porte à quelqu'un qui vous fait du mal, même si ce quelqu'un est de votre famille, la culpabilité vous frappera comme un camion. Je le sais. J'ai encore des nuits où je me demande si je suis trop dur. Puis je me souviens de 26 mains, et je sais que je ne suis pas dur. J'apprends simplement, enfin, à arrêter de faire passer le confort des autres avant ma propre sécurité. L'oncle Robert m'a appris quelque chose que je garderai pour toujours. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin du bon moment, des bons documents et de suffisamment de patience pour attendre. Nous sommes en mars maintenant, 4 mois après ce repas de famille. Je travaille toujours à l'école primaire de Beaumont. Je suis toujours conseillère d'orientation, mais j'ai commencé à étudier pour obtenir une certification supérieure en thérapie familiale. Une partie des frais de scolarité vient de l'accord financier.
L'argent de ma grand-mère fait enfin ce pourquoi elle l'avait prévu. Margot et moi nous retrouvons un mercredi sur 2 pour prendre un café au café de la place. Nous apprenons à nous connaître en tant qu'adultes sans ma mère pour dicter qui nous sommes censés être l'une pour l'autre. La semaine dernière, Margot m'a dit qu'elle pensait reprendre ses études, elle aussi. Peut-être pour devenir assistante sociale, a-t-elle dit. Je veux aider les gens comme tu le fais. J'ai failli pleurer dans mon café crème. Robert est de retour, totalement de retour. Il était chez René pour Noël, chez Jeanne pour le Nouvel An, et dimanche dernier, il a débarqué à mon appartement avec une canne à pêche et un thermos de café. 14 ans de partie de pêche à rattraper, a-t-il dit. Gérard va chez le psy tous les jeudis. Lui et Patricia partagent toujours la maison, mais il m'a dit que leur relation était en cours de renégociation. C'est son mot. Le fait qu'il ait un mot pour ça, quel qu'il soit, me dit le chemin qu'il a parcouru. Ma mère n'a pas appelé depuis le rendez-vous au café. Je n'attends pas près du téléphone. La porte est ouverte si jamais elle décide de la franchir, honnêtement. Mais je ne me tiens plus sur le seuil en espérant. Je pensais que se faire exclure par sa famille était la pire chose qui puisse vous arriver. Il s'avère que la pire chose, c'est de rester dans une famille où vous devez payer en silence, en honte, en morceaux de vous-même juste pour avoir votre place. Je ne paie plus. Je m'appelle Diane Henriet. J'ai 27 ans. Et pour la première fois de ma vie, je ne dois aucune explication à personne sur qui je suis.